2 mois avant le débarquement du 6 juin 1944, le centre de haut commandement allié décide la destruction de 53 stations ferroviaires. La campagne officielle durera du 1er avril au 5 juin. Dans la nuit du 20 au 21 avril 1944, un plan de vol vise 4 stations, Cologne, Ottigny, Lens et La Chapelle près de Paris. Cette mission est un record de sortie de bombardiers avec le plus grand largage de bombes en une seule nuit. Le Avro Lancaster a été le bombardier le plus performant parmi ceux utilisés dans la Royal Air Force. Sa vitesse et sa puissance de frappe en étaient ses atouts. Pendant la Seconde Guerre, le Lancaster a transporté 64% du tonnage de bombes larguées par la RAF et la RCAF. Des 7000 Lancaster construits, plus de 3900 étaient perdus en opération avec une perte de 21 000 membres d'équipage. Un total de 156 000 sorties et un largage de 600 000 tonnes de bombes. « 196 bombardiers participent au raid sur Ottigny. 14 Lancaster et 7 Mosquito de l'escadron 635 de la RAF et 175 Halifax provenant d'autres escadrons avec des origines diverses australiennes et canadiennes. Downham Market, au sud de Londres, c'est de cette base que sont partis les Lancaster de l'escadron 635 le jeudi 20 avril à 21 h. Parmi les 14 Lancaster de l'escadron 635, l'appareil de l'équipage du capitaine Mansbridge ne reviendra plus à la base. L'équipage a accompli un total de 53 sorties opérationnelles sur une période de 18 mois sans répit. Transférés que depuis un mois, c'était leur première mission dans l'escadron 635. Quant à l'appareil, il venait d'être livré et n'avait que 9 heures de vol. Selon les rapports d'escadron Halifax australien, le bombardement a commencé à 23h10. Les cibles atteintes étaient très bien identifiées. L'altitude des bombardiers Halifax, et sans doute aussi des Lancaster, était évaluée à 15 000 pieds. Les bombardements de nuit et à haute altitude sont un défi pour la RAF. Un nouveau système de marquage est utilisé pour identifier les zones à bombarder. Ce soir-là, le vent dévie des fusées éclairantes vers les localités de Limlet et Limal, sans que les équipages ne s'en aperçoivent. Au retour, le rapport confirme un succès et un seul appareil manquant. Cette photo aérienne du Buston démontre le contraire. Des voies ferroviaires avec wagons intacts et le voisinage de l'avenue de Molder dévasté. Eugène Van P, fermier de Limal, s'est porté volontaire pour le transport funéraire. Toutes ces personnes décédées lors du bombardement de Limlet et de Limal ont été ramenées ici à l'ancienne maison communale où c'est la Crépac actuellement. Mais qu'alors, comme il y avait un manque de transport, on a été, les fermiers, existait dans le temps un genre de camion, si vous voulez, où on s'asseyait devant. Oui. Il m'a dit qu'il y avait les Allemands, hein, il faudra que tu démarres. Hein. Ils étaient occupés à filmer, les Allemands. J'avais bien vu ces Allemands-là qui filmaient le cortège funèbre. Tout ça. Et donc, c'était pour faire de la propagande en actualité dans leur cinéma, soit en Aix ou à Cologne. Eugène était le convoyeur funèbre de 2 victimes, Joséphine Rossan et Joseph Van Dries. Marie-Madeleine, la fille de Joseph Van Dries,
nous raconte les difficultés de relogement après le bombardement. Je suis Marie-Madeleine Van Dries, j'habitais au quartier Louis, Saint-Limal, pendant la guerre, toute la guerre, et puis au bombardement aussi, et la maison a été démolie, papa a été tué, en même temps que la famille servait, c'est la même chose. J'ai des beaux souvenirs, mais les plus douloureux, c'est le bombardement. Oui. Quand on est rentré, que papa n'était plus là, que la maison était démolie. Et comme votre maison était démolie, vous avez habité? Nous avons habité, après le bombardement, nous avons resté 6 mois à Rixensart, jusqu'au mois de septembre. Ah oui. Oui, ils avaient réquisitionné une maison là-bas, à l'avenue numéro, près du cinéma. Et au mois de septembre, on a réintégré la maison, que maman croyait qu'on allait pouvoir vivre dedans, mais on n'avait plus de toit, on n'a plus su. Et étant là, on a dormi une nuit, et puis on voyait le ciel, maman dit on ne s'est pas resté ici. Et alors on a vu Madame Balza, je ne sais pas si tu as connu, le photographe de l'imam, qui était aussi sinistré tout à fait, et qui avait loué une grosse maison sur la chaussée de l'imam. Si vous voulez, vous pouvez avoir le haut. Nous sommes allés habiter 2 ans et demi là. La vague des 196 bombardiers était arrivée par le sud-ouest, longeant la vallée de la Dyle. Le crash du Lancaster restera une énigme quant aux circonstances et au lieu de l'accident. Pourtant, il y a ce témoignage d'une habitante proche du lieu présumé. C'est un aimant qu'ils ont trouvé le jour qu'ils sont allés voir l'avion qui était tombé et ils l'ont ramené. Mes parents et mon cousin qui étaient ici. Mais tout de suite, on les a fait partir. Les Allemands étaient là, oui. Oui, ils sont arrivés tout de suite. Oui. 2 rapports du ORB de l'escadron 578 canadien signalent 2 faits intéressants. Présence de la flaque et à 23h21, un étrange éblouissement orange à l'est de la trajectoire de la mission. Le témoignage suivant démontre l'ampleur de l'impact d'un bombardier de l'époque. Qui a été abattu au-dessus de notre village, dans le ciel de Corbet, où il s'est enfoncé dans un terrain cultivé à une très grande profondeur. On a retrouvé des débris jusqu'à 10 mètres de profondeur. Quand je suis arrivé le lendemain de la chute sur le terrain, où on était gardé à bonne distance par des sentinelles allemandes, eh bien, effectivement, on se posait la question de savoir si c'était un avion. Parce que on avait le profil du terrain et il se continuait par un léger bossage qui était dû évidemment au reste de l'avion qu'on pouvait apercevoir. Parce que pratiquement tout l'avion s'était enfoncé dans le sol. Le témoignage d'André Jean confirme les circonstances et le lieu du crash, c'est-à-dire le bois des Chauères. À l'époque du bombardement, j'avais 22 ans. Et le bombardement était à peine terminé, nous sommes relevés, et du côté de l'ouvrange, il y avait donc comme un incendie. Donc les trombones qui étaient tombés à 200 mètres, mais qui n'avaient pas fait de victimes, tombaient dans le champ. Et 3 bombes qui étaient tombées à proximité du golfe. On a supposé, parce que 2 jours après, on a su que c'était un avion qui était tombé, donc au Chauères, et que mon père l'a vu d'ailleurs, et on a supposé que les 3 bombes tombées donc, au champ du Haut et les 3 bombes tombées au champ de Lausanne provenaient de l'appareil qui avait été abattu. Il allait laisser son appareil en lâchant les bombes dans les endroits non habités. Mon papa, donc 2 jours après, comme il était garde forestier, est passé donc au Chauères et a vu donc le désastre, donc le débris d'appareil et encore des morceaux de chair humaine carbonisée. Le bois des Chauères a aussi été désigné par le ministère de la RAF. Cette parcelle de forêt se situe au sud-est de Wavre, au croisement de la E411 avec la Nationale 25. Le bois est traversé par un sentier appelé Venelle des Chauères.
C'était un chemin reliant les localités de Vieux-Sart, Louvrange et l'autre versant de la Dyle. La morphologie du terrain au nord-ouest du bois et les témoignages locaux motivent Nicolas Clinas, archéologue aéronautique, à une recherche au moyen de son détecteur métallique. Moi je connais des endroits où effectivement il y a eu des cavités de percussion, quoi. Mais généralement ça a la forme d'une tranchée sur une vingtaine de mètres. Décembre 2012, Nicolas découvre à cet endroit quelques fragments de carlingue calciné. Effectivement, c'est un morceau d'aluminium. On voit l'empreinte du rivetage ici, les trous dans ce morceau de carlingue. La violence de l'accident expliquerait le peu de fragments d'appareils retrouvés à ce jour. La zone d'impact reste une énigme, même pour le magnétiseur qui avait identifié le lieu du crash. Paul Cuvelier avait identifié les mêmes paramètres que ceux de la RAF, est-sud-est de Wavre, dans le lotissement des Chouères. Le 17 juin 1947, les dépouilles sont transférées du cimetière Le Culot de Beauvechain au cimetière d'Everley à Louvain. Honorons les prouesses héroïques de cet équipage, car, aux dépens de leur vie, ils ont dévié leur appareil en perdition vers un endroit moins habité. Ce film est dédié à la mémoire des 7 membres d'équipage du Lancaster ND826, morts en héros, et aux habitants d'Ottigny, Limlet, Limal, victimes du bombardement le 20 avril 1944.